Quelles sont les meilleures pratiques SEO à utiliser en 2024? C'est la question à laquelle je vais répondre ici de manière très facile puisqu'on va utiliser donc une tier list. Donc pour faire simple, on va classer toutes les pratiques SEO que j'ai listées ici. Donc ça va des intentions de recherche jusqu'au nombre de mots par page, etc. en passant par l'UX, les web perfs. On va les classer dans différentes catégories. On a donc bullshit tout en bas, peu utile, flou, intéressant et game changer. Donc vraiment les pratiques qu'il faut absolument utiliser en 2024. Avant de passer au vif du sujet, si vous aimez ce genre de vidéo, j'essaie de simplifier au maximum le SEO en vous transmettant un maximum de valeur et de concret. Mettez un gros pouce, abonnez-vous à la chaîne et mettez un commentaire si vraiment vous êtes investi, que vous souhaitez soutenir son référencement. Pour les plus intéressés, sachez que j'ai une newsletter SEO où je partage toutes les semaines des tips privés en fait par email. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Tout ça se trouve évidemment en description. Et une fois n'est pas coutume, cette vidéo est sponsorisée par Odoswitch, qui est donc un hébergeur web français, notamment hyper avantageux, je trouve, avec son offre unique ici, où vous pouvez en fait, pour un même prix, plugger différents noms de domaine si vous avez différents sites par exemple, sur le même hébergement. Donc ça, c'est vraiment top. C'est un hébergeur français, comme je l'ai dit. En plus, ils sont très réactifs, très réactifs par mail, enfin sur la partie support. Donc ça, c'est vraiment top. Et donc, vous avez 10% de réduction avec le code Paul10. Donc, pareil, vous avez tout en description et on passe à la vidéo. Donc, ici, il n'y a pas d'ordre spécifique. On va en piocher un petit peu au hasard. En premier, on a les meta keywords. Alors, je sais même pas si vous connaissez tous, si vous savez tous ce que c'est, mais en gros, voilà, c'est des mots-clés qui vont être renseignés un peu dans le code source du site, des pages. Et à la base, c'est vrai que c'était assez intéressant. Je crois que Google les prenait vraiment en compte. Mais aujourd'hui, a priori, ce serait plus le cas et ça servirait vraiment pas à grand-chose. Donc, je mettrai pas bullshit pour autant, mais voilà, disons que c'est peu utile. Il y a vraiment peu de chances que ce soit vraiment utile aujourd'hui au référencement. Donc, ne pas s'attarder dessus pour moi. Ensuite, on va avoir l'UX. Donc là, on passe vraiment du coq à l'âne. L'UX qui, pour moi, peut être, je mettrais intéressant, voire game changer. Honnêtement, je pense que je vais mettre game changer, mais je vais vous dire ce que j'entends vraiment par UX. Pour moi, l'UX, c'est pas juste avoir une belle plateforme sympa à visiter, etc. C'est aussi le fait que dans un article informationnel optimisé SEO, on fasse remonter les tops informations en haut de page, justement parce qu'on pense au parcours de l'utilisateur et qu'on veut répondre au mieux à ses requêtes. L'UX, on peut aussi mettre dedans le fait qu'on va avoir potentiellement des filtres e-commerce qui vont être pertinents, des quiz pertinents qui vont être déployés dans des guides informationnels, etc. Tout ça, pour moi, entre dans l'UX. Et donc, pour moi, penser à l'internaute vraiment et à son parcours, à faciliter son parcours, chercher à faciliter tout ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut s'attarder en fait en 2024. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va avoir le branding. Donc là, pareil, on part plus sur le off-site du coup. Pour moi, je mettrais intéressant, voire game changer. Je pense qu'on va mettre dans intéressant. Aujourd'hui, on le remarque quand même, il y a quand même pas mal de sites qui ont un netlinking par exemple qui va être assez faible, mais qui vont très bien se positionner grâce à leur branding, au fait qu'ils soient présents sur les réseaux, sur leurs thématiques, etc. Il y a des KPI qu'on veut susciter. Par exemple, l'exemple tout bête, c'est d'avoir un nom de marque qui va être recherché. Vous allez avoir un volume de recherche, X personnes par mois qui vont taper votre nom de marque dans Google. Par exemple, moi, c'est le cas sur mon nom Paul Vengeon. Et ben ça, je suis persuadé que vraiment, ça a un impact positif. En tout cas, ça va vraiment dans le bon sens. Donc, je vous invite fortement à travailler votre branding de manière générale, peut-être à identifier les réseaux sociaux sur lesquels il serait pertinent d'être actif et d'utiliser les codes de ces réseaux sociaux-là pour, de manière organique, monter et au final devenir aussi une autorité aux yeux de Google. Ensuite, on va avoir les images. Donc, les images de manière générale dans votre site pour le SEO. Honnêtement, je mettrais peu utile. Peu utile parce que c'est vraiment pas game changer. En fait, il y a des requêtes sur lesquelles effectivement, avoir des images, ça va être un peu primordial. Typiquement, j'en sais rien, si vous avez un e-commerce que vous souhaitez ranker sur t-shirt homme et que vous avez un listing de produits, il n'y a pas d'image, vous vous doutez bien que là, ça va directement impacter les visites des internautes, les comportements utilisateurs et donc, au final, votre SEO. Donc là-dessus, ok, mais je veux dire de manière générale, par exemple, faire un article de blog où, par exemple, je pourrais vous montrer, hein, ici, si on tape consultant SEO, je sais pas, Marseille par exemple, pour vous trouver une de mes pages, tac, voilà, bon bah là c'est agence SEO qui rank en l'occurrence, c'est assez drôle, mais donc si on va ici, je crois que j'ai dû mettre une image, mais c'est tout,
Franchement, je me prends pas trop la tête avec ça. Voilà, ici j'ai mis une image de Marseille, mais en plus j'ai pris un peu le seul exemple, puisque je sais pas si je vais plutôt dans les... bah tenez, les pages consultants SIA que je suis en train de créer en ce moment, même la page Paris où il va y avoir le plus de volume de recherche, vous voyez, j'ai vraiment aucune image et ça m'empêche pas du tout de ranker si je fais consultant SIA Paris. Alors je sais plus si je rank vraiment sur ce mot-clé là. Donc celui-ci, je crois que c'est celui où j'avais un peu plus de mal, mais consultant SIA Marseille par exemple. Voilà, ici la petite P0 qui fait plaisir. Et donc si on va visiter la page, on se rend compte que effectivement, eh ben, en fait, il n'y a aucune image. Donc tout simplement, je pense pas que ce soit game changer. Ici, il y a quand même une image mise en avant WordPress, mais je veux dire, dans le corps, il n'y a vraiment rien de spécial. Donc à part, sauf si vraiment la typologie de votre requête nécessite des images, sinon je trouve vraiment pas ça game changer. Ensuite, on va voir la métadescription. La métadescription, je peux pas la mettre dans flou ou peu utile ou bullshit. Pour moi, ça va être intéressant, mais quand même moins intéressant que le branding. Typiquement, voilà, en fait, la métadescription, ça va effectivement impacter votre CTR SEO, qui est d'ailleurs juste ici. Donc là-dessus, c'est évidemment intéressant, mais on va pas se mentir, si on avait, je sais pas, uniquement 5 actions, 5 optimisations à aller garder sur un site, la métadescription, ça passerait clairement à la trappe parce que c'est très secondaire. Sachant qu'en plus, je dirais que à peu près dans 50% des cas, voire même plus parfois, bah, Google va pas du tout prendre en compte votre métadescription, mais va bien générer automatiquement une métadescription à partir du contenu de votre page. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va se garder un petit peu les trucs netlinking pour la fin, comme ça on pourra un peu tout comparer, netlinking, deep linking, score d'autorité, etc. On va parler du maillage interne ici. Évidemment, le maillage interne, c'est intéressant. Je mettrais même ça avant le branding. Le maillage interne, c'est sous-côté, parce qu'en fait c'est un peu chiant à faire. Comme vous le savez, si vous suivez mes contenus, il y a deux types de maillage interne. Le maillage interne un petit peu par défaut, typiquement mettre une page à mailler dans son footer, bah voilà, c'est son maillage interne par défaut qui est lié à l'arborescence, à sa position dans l'arborescence du site. Et on a aussi le maillage interne sur mesure, où là on va aller prendre les pages qui vont être proches d'un point de vue thématique, et une par une aller ajouter des liens dans leur contenu, etc. Et ça c'est vraiment sous-côté, et je trouve ça honnêtement... très intéressant, notamment pour faire la différence peut-être avec des acteurs qui publient plus que vous, ont plus de budget, mais prennent pas le temps de faire ce maillage interne là. Évidemment, vous le faites sur des encres optimisées. Si possible, vous variez les encres. Si par exemple votre page de destination doit cibler plusieurs mots-clés, comme par exemple ma page, je sais pas, consultant SIA Paris, bah peut-être qu'elle cible consultant SIA Paris, mais aussi freelance SIA Paris, bah justement essayer de jouer là-dessus et de varier les encres en fonction. Ensuite, on va avoir les web performances. Ça pour moi, les web performance c'est intéressant, mais pour l'unique raison que ça entre en compte, en fait, ça entre en jeu, ça impacte directement l'UX et donc le parcours des internautes. Donc ça, je le mettrais dans intéressant, pas non plus intéressant que la web perf, peut-être pas plus intéressant que le branding. Mais voilà, c'est quand même quelque chose d'intéressant, mais vraiment pour la partie vraiment UX. Et évidemment, gardez bien en tête que c'est au cas par cas. Il y a peut-être, si vous avez un site qui a une énorme dette technique, qui a de gros problèmes de web performance, peut-être que pour vous, ce point-là serait game changer, évidemment. Ensuite, on va prendre le CTR SEO. Ça, honnêtement, je trouve que c'est vraiment game changer. En fait, ça entre un peu dans la même catégorie que l'UX, dans le sens où c'est des signaux utilisateurs que Google va capter et Google va se dire, ok, effectivement, comme il y a beaucoup de clics sur ce résultat dans la page de résultats de recherche, alors j'estime que c'est le plus pertinent, les internautes veulent ce résultat, donc je le fais remonter. L'UX, c'est un peu pareil, c'est si vous avez des signaux utilisateurs qui sont ouverts, que les gens passent du temps sur votre page, ne consultent pas les pages des concurrents, après peut-être cliquent, interagissent avec la page, etc., visitent d'autres pages de votre site, c'est vraiment des bons signaux utilisateurs. Et le CTR SEO, bah, si vous suivez un petit peu ce que je fais, vous savez que c'est un truc que j'ai un peu manipulé pour la requête agence SEO, où au final j'arrive à ranker plutôt bien. Vous voyez ici, voilà, je dois être 3-4e, alors que j'ai pas du tout le budget netlinking des concurrents qui sont en face, à savoir des grosses agences SEO sur Paris. Donc voilà pour ça, donc ça c'est vraiment game changer. Ceci dit, c'est plutôt pour des petites requêtes, puisque vous vous en doutez, si vous essayez de manipuler un peu ce CTR SEO en incitant des gens à cliquer sur votre résultat, en payant un service dédié, et bah si vous arrivez à manipuler, à faker entre guillemets 50 clics sur un mot-clé effectivement à 200 recherches mensuelles, pour Google ça va avoir une statistique vraiment significative, mais si votre mot-clé est recherché 145 000 fois par mois, vous vous doutez bien que
ça va rien changer. Donc vraiment en fonction du typologie de la requête, et ça peut coûter vite très cher si vous passez par un service et que vous souhaitez manipuler un mot-clé à forte volumétrie. Voilà pour ça. Les scores sémantiques, honnêtement, vous connaissez, ça n'est que mon avis, mais moi je mettrais ça soit dans peu utile, soit dans bullshit. Honnêtement, je vais mettre dans le peu utile parce que j'ai vraiment des gens qui me disent que pour eux, ils ont vu une différence avant-après, avoir optimisé le score sémantique d'un article. Donc je vais le mettre dans peu utile. Pour moi, c'est pas flou parce que, je veux dire, c'est pas comme si on ne savait pas vraiment, mais voilà, je pense que c'est très secondaire, en tout cas aujourd'hui, et que si vous vous focalisez plutôt sur les intentions de recherche, on va y venir après, et ben en fait, vous aurez déjà limite un score sémantique, enfin, des thématiques qui seront abordées dans votre page qui seront les bons, des sujets abordés qui seront les bons, les mots-clés insérés qui seront globalement les bons, et vous n'aurez pas besoin de passer à X% sur tel outil, quoi. Donc voilà, voilà pour ça. Ensuite, le trafic referral. Donc ça, pour moi, ça peut être aussi un très bon indicateur. Je le mettrais vraiment dans intéressant. Je pense que c'est assez sous-coté. On fait tous du netlinking, on essaye tous d'obtenir des liens de la part d'autres sites, mais qui vraiment va faire en sorte d'obtenir du trafic qui vient d'autres sites. Et donc le trafic referral, typiquement, c'est ça. Ça va être mettre l'URL de son site sur son LinkedIn, sur son Twitter, et que des gens cliquent dessus. Alors ça peut aussi être avoir un backlink sur Le Figaro qui reçoit énormément de visites, une page référente qui reçoit des visites avec donc des clics, des CTR, avec du CTR, donc ça peut être très très intéressant. Pour moi, c'est le genre de signal qui entre aussi dans la catégorie un petit peu branding et autorité, et pour moi c'est vraiment top. Le fait de mettre à jour les contenus, alors ça c'est un truc, vous l'avez peut-être entendu, oui, mettre à jour les contenus, c'est vraiment une superbe pratique, etc. Honnêtement, peut-être, moi je mettrais ça dans flou, pour la simple et bonne raison que c'est pas quelque chose que j'ai énormément utilisé, je préfère allouer mon temps à créer tout simplement un nouveau contenu plutôt que de le mettre à jour. Alors évidemment, si à un moment, je sais pas moi, j'ai un site qui parle beaucoup de SEO, si je vois qu'il y a un changement, une mise à jour, qui a changé un truc, et que je me dis, ah bah tiens, sur tel article, je parlais de ça et c'est un peu caduque du coup, et bah évidemment que je vais le mettre à jour mais rapidement. Mais voilà, je fais pas de grosses mises à jour de contenu, donc ça je le mets dans flou. Dites-moi en commentaire si vous avez testé un petit peu ça, typiquement sur un article, je sais pas, les meilleurs micros sans fil, j'en sais rien. Si vous changez un petit peu le classement, etc. de temps en temps, est-ce que vous voyez une différence, ou même pour des sujets plus d'actualité peut-être. Mais voilà pour ça. Les données structurées, c'est évidemment intéressant. Je dirais pas que c'est ce qui va vous faire énormément ranker, quoique sur certains affichages, pardon, ça peut être le cas, mais c'est surtout que ça peut optimiser votre CTR, notamment en bénéficiant de résultats enrichis. Pareil, si je reprends, je sais pas, consultant SIA Lyon par exemple, on va voir, mais normalement j'ai les petites étoiles dans les SERP, voilà ici. Ça, c'est le genre d'optimisation qu'on veut faire. C'est plutôt cool honnêtement, et en vrai, ça coûte pas grand chose. Donc pour moi, c'est vraiment des bonnes optimisations, même si voilà, c'est pas non plus, je le mets à la toute fin ici, parce que pour moi, c'est un peu moins important que le reste. D'ailleurs, trafic referral, on va mettre ça plus important que la métadescription. Voilà, c'est un peu au même rang que la métadescription, c'est un petit peu secondaire, mais on mâche le travail à Google, qui peut mieux comprendre les pages grâce à ce qu'on fait, et donc qui peut mieux les classer, hein, tout simplement, et puis de manière générale, voilà, c'est vrai que pour avoir des résultats enrichis, c'est top, ça favorise la visibilité qu'on a dans la SERP, le CTR SEO, et vous le savez, le CTR SEO, c'est dans les game changers. Les intentions de recherche, je vous en parle pas, je vous baratine pas, pour moi c'est un essentiel, je le mets en tout premier, la base de la base, voilà, c'est un peu, pour moi c'est un peu l'ordre ici des game changers. Intention de recherche pour remonter, ensuite un bon CTR SEO, et ensuite la suite logique c'est que ok, il y a des gens qui cliquent sur votre résultat, mais il faut qu'ils se comportent de la bonne manière sur votre page. Le title, c'est pareil, franchement là on a que des trucs game changer, mais vraiment vraiment top. Alors à choisir, je le mettrais presque même avant les intentions de recherche, puisque vraiment vous pouvez très bien répondre aux intentions de recherche. Si vous n'avez pas le mot-clé principal dans le title, ça va être très compliqué de ranker. Le title, j'aime bien dire que c'est un peu la carte d'identité de votre page. Il faut qu'il y ait vraiment le mot-clé principal, le sujet duquel la page traite tout simplement. Donc voilà, la base de la base. Structure à chaîne, honnêtement,
je pense que je me le mettrais dans flou parce que le H1, je suis bien d'accord, hein, le H1, c'est assez intéressant, mais encore que pour moi, c'est vraiment le title qui fait toute la différence. Et donc H1, sans doute intéressant, mais le reste, moi par défaut, si vous regardez mes structures HN sur paulvengeant.fr ou autre, vous verrez qu'il y a beaucoup de mots-clés dans mes H2, H3, etc. Mais pour autant, je ne suis pas persuadé que ce soit un facteur de ranking. Je suis assez convaincu qu'on peut ranker avec une structure HN non optimisée qui n'a pas de mots-clés dans ses HN, mais par contre un title optimisé, une page qui répond vraiment aux intentions de recherche de la requête, et puis pourquoi pas voilà CTR, SEO, UX, etc. Tout qui va bien derrière. Donc voilà, pour ça, je le mettrai dans flou. Netlinking, de manière générale, en fait, je suis obligé de le mettre dans intéressant, mais honnêtement, je le mettrai dans le plus... En fait, je le mettrai le plus intéressant, tout simplement. Parce que... Bah en fait, c'est quand même, en SEO, vous le savez, les résultats sont assez long terme, mais le netlinking, c'est le pilier qui peut permettre d'avoir des résultats vraiment honnêtement rapides, et notamment le deep linking. Donc ici, deep linking que je mettrai juste avant même netlinking, parce que c'est une sous-catégorie du netlinking. Le deep linking, pour rappel, donc le netlinking déjà, pour rappel, qu'est-ce que c'est? Le fait d'obtenir des backlinks, donc des liens depuis d'autres sites donc, que le vôtre, qui vont vous citer et faire un lien vers votre site, et donc ça, c'est vu comme un vote un petit peu par Google, et par une recommandation, et donc vous gagnez en légitimité aux yeux de Google. Et donc le deep linking, qu'est-ce que c'est? C'est au lieu d'obtenir des backlinks de manière générale, le deep linking sous-entend que vous obtenez des liens qui pointent vers des pages profondes spécifiques de votre site. Donc tout simplement toutes les pages qui ne sont pas votre page d'accueil. Parce qu'en général, ce qu'on fait en netlinking, et c'est tout à fait logique et naturel, c'est qu'on va obtenir des liens vers la page d'accueil. Voilà, parce que c'est la page principale, c'est la page la plus puissante, ça redistribue un petit peu la puissance SEO aux autres pages qui sont maillées dans le menu principal, dans le footer, etc. Enfin, en tout cas, qui sont maillées depuis la page d'accueil, donc c'est top. Mais le deep linking, si vous obtenez vraiment des liens sur des pages précises, sur des mots-clés précis, avec des encres plus ou moins optimisées, ça peut être très très violent, très très rapide d'un point de vue résultat SEO. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous avez un lien affilié vers Linkuma en description, qui est une top solution si jamais vous souhaitez obtenir des backlinks pas trop chers. Et justement, pour faire du deep linking, c'est vraiment pas mal. Moi, c'est comme ça que je l'ai utilisé. Et vous avez donc des backlinks à partir de 7 euros, en gros, jusqu'à 30 euros, il me semble. Je crois que c'est 7, 10 et 30 euros. Et honnêtement, pour le prix, c'est un très bon moyen de commencer un peu à investir en netlinking. Donc voilà pour cette petite parenthèse. L'accessibilité des URL, ça c'est vraiment game changer, et je le mettrai en tout premier, tout simplement parce que si Google ne peut pas accéder à vos URL et à votre contenu, et ben en fait il se passe absolument rien. Et donc l'accessibilité des URL, ça passe par est-ce que vos URL sont bien maillées, est-ce que Google arrive bien à interpréter les liens internes qui sont présents sur votre site. Typiquement, des fois il y a des sites qui ont des liens internes qui vont être déployés en JavaScript, et donc Google doit interpréter en amont le JavaScript pour ensuite rendre les liens, visiter les pages, etc. Et des fois, il ne le fait pas. Et donc, des fois, vous vous retrouvez avec un site dont les URL ne sont tout simplement pas accessibles par Google, ou pareil, des URL, des pages sur lesquelles tout le contenu, le texte va être généré en JavaScript. Ça peut être très bloquant. Ou alors même après, on va dire que c'est accessibilité / indexabilité. Vous avez des pages qui sont accessibles, ok, mais qui sont tout simplement non indexables, canonisées, je sais pas, redirigées, des pages qui sont en no-index, etc. Ça, c'est la base de la base, en fait. Si Google peut pas comprendre et indexer votre page, il se passera absolument rien. Donc, je le mets vraiment dans Game Changer. Et si vous voulez vérifier que vos pages sont bien accessibles, bah, c'est un peu la partie du SEO où il faut faire appel à un prestataire, parce qu'on est sur du SEO technique et vous avez du jargon à connaître. Je vous parlais d'URL canonisé, etc., no index. Il n'y a peut-être pas tout qui vous parle. Donc, après, vous pouvez très bien vous renseigner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire aussi. Ensuite, on va arriver, du coup, il nous reste deux choses à traiter avant de partir sur un peu les métriques netlinking. Donc le nombre de mots par page, ça je le mets dans le bullshit. Ce sera d'ailleurs, je pense, le seul... je pense... Ah non, pas le seul. Ce sera pas le seul bullshit. Mais bon, nombre de mots par page, ça ne veut rien dire, c'est pas du tout un critère. Évidemment qu'il y a des intentions de recherche, des mots-clés qui nécessitent plus ou moins de mots que d'autres en fonction de ce qui est attendu. Si par exemple vous tapez, j'avais déjà pris l'exemple, mais voilà, vous tapez créatine, bon bah évidemment ce qui va ranker ici, je le sais déjà, ça va être des guides généraux. Donc ici, voilà, à quoi sert la créatine, qu'est-ce qu'on a d'autre, voilà,
passeport santé, voilà, créatine, à quoi ça sert? Bah là, évidemment, vous voyez que c'est quand même des guides qui vont être assez poussés, quoique Decathlon encore ça va, mais ici, voilà, on a quand même pas mal de contenu à chaque fois quand même. Et donc là, vous doutez bien que si vous faites une simple définition de voilà, bah, si vous faites que ça, évidemment que vous n'allez pas ranker parce que, mais c'est pas à cause du nombre de mots, c'est pas Google qui va regarder le nombre de mots, c'est parce que c'est induit en fait par la typologie de requête que vous ciblez. Donc évidemment que ici 500 mots ne suffiront pas, mais c'est pas un critère en soi en fait, c'est plus le fait de répondre aux intentions de recherche, et pour répondre aux intentions de recherche, à une intention de recherche assez générique, bah évidemment il va falloir faire du contenu générique, et donc du contenu qui va couvrir différents points assez longs, voilà, définition de la créatine, les bienfaits, la composition, les propriétés, etc. Donc bref, pour moi c'est pas du tout un critère. Donc vraiment, je le mets dans bullshit. Le mobile friendly, je le mettrai dans intéressant. Je le mettrai dans intéressant quand même. Voilà, je le mettrai ici, voilà. Bon, on va le mettre à côté des webperf, hein, parce que, bah voilà, hein, beaucoup d'internautes utilisent aujourd'hui les smartphones, hein, je vous apprends rien pour faire des requêtes, donc évidemment qu'il faut être mobile friendly. Après, est-ce que c'est vraiment au-dessus de l'accessibilité, du title, etc. Je ne pense pas. Il y a des sites qui sont pas très mobile friendly et qui arrivent quand même bien à ranker, donc c'est pas non plus obligatoire. Mais bon, en réalité, voilà, hein, lors de la conception de votre site, si vous faites une refonte ou vous créez un site, évidemment, assurez-vous que tout cet aspect-là soit OK pour que vous puissiez dérouler tranquille par la suite. Ensuite, on a donc ici 2-3 métriques, un petit peu de netlinking plutôt. On a les scores d'autorité, donc là-dedans je range le TF de Majestic, je range le DA de Moz, je range le DR d'Ahref, je range l'AS, l'Authority Score de SEMrush. Pour moi, tout ça est bullshit, parce que ce sont des métriques un peu ok, inventé par les SEO pour les SEO dans le but de reprendre un petit peu la métrique qu'on voyait avant, que je n'ai pas connue d'ailleurs en clair, qui était le PageRank, où Google disait directement sur un score de 1 à 10 à combien, combien de jus d'autorité SEO une page avait. Donc voilà, et évidemment, je crois que c'est en 2016, Google a arrêté d'afficher ça en clair parce que c'était un peu trop facile à manipuler, etc. Tout le monde voulait des liens depuis des pages, des sites qui ont de forts PageRank. Donc ok, c'était la PR bar, je crois que ça s'appelait. Et maintenant, voilà, les outils proposent leur alternative, mais vous pouvez déjà faire le test pour vous rendre compte des biais qu'il y a entre les différents outils. Il y a, vous rentrez le même site dans Ahref, SEMrush, Moz, Majestic, et vous verrez qu'en fait vous aurez des scores totalement différents, même pas forcément en ordre de grandeur, mais tout simplement en termes de ratio par rapport au score total possible. Donc je sais pas, Majestic, le TF ça va être 100, le max je crois que c'est beaucoup 100 d'ailleurs, même peut-être tous 100. Et vous voyez que vous aurez, je sais pas, 17 sur Moz, 40 sur Majestic, etc. Et quand vous vous renseignez un peu plus dans le détail sur les méthodes de calcul qui sont employées par ces plateformes-là, par ces outils-là, pour rendre compte de ces fameux scores d'autorité, et bah il y a des biais en fait tout simplement. Et les bons outils en général ont de la documentation qui explique justement comment est-ce que sont calculés ces scores-là dans les grandes lignes. Et voilà, vous voyez qu'il y a des biais, donc pour moi ça sert à rien de le prendre en compte. C'est plutôt une métrique utile si jamais vous souhaitez référencer un site dans le but de vendre des backlinks dessus, puisque bah, malheureusement c'est quand même des indicateurs qui sont regardés des fois lors de campagnes de netlinking, d'achat de backlinks, donc là vous avez tout intérêt à booster un peu tous ces scores là, mais c'est encore un des biais, c'est que c'est vraiment facilement boostable. Comme il y a des biais, bah, en fait pour avoir un gros TF tout simplement vous faites en sorte d'obtenir des backlinks depuis des sites qui ont déjà un fort TF, et puis voilà, ça va faire le café quoi. Voilà pour ça. Ensuite, quantité de domaines référents et qualité de domaines référents. On va commencer par la quantité, ça va être le plus simple à définir. Pour moi, c'est clairement intéressant. Évidemment, là, on compare, on peut pas trop comparer entre le netlinking de manière générale et la quantité de RD, parce que c'est un peu induit dedans. Mais pour moi, c'est vraiment intéressant. En fait, en netlinking, il n'y a pas de règle fixe. Alors, ce qu'on veut, c'est avoir tous les indicateurs au vert. C'est pour ça que je vais mettre la quantité et la qualité de RD à peu près au même niveau. Je mettrai quand même la qualité après. Et donc, par qualité, qu'est-ce que j'entends? Donc, RD déjà, pour ceux qui ne savent pas, Referring Domains, donc domaine référent, donc par définition, un site qui vous fait au moins
un backlink en fait vers votre site. Ça, c'est un domaine référent. Et donc, le fait d'avoir beaucoup de domaines référents différents, c'est effectivement intéressant d'un point de vue SEO pour justement booster un petit peu son PageRank, donc son jus SEO, son jus d'autorité SEO. Et la qualité, donc qu'est-ce que je mets dans la qualité? Qu'est-ce que je sous-entends? Ce sont des domaines référents qui eux-mêmes ont déjà pas mal de domaines référents, des domaines référents qui sont thématisés si possible, des domaines référents qui génèrent si possible du trafic SEO sur leur thématique. Donc typiquement, entrer un site dans SEMrush, dans Majestic, voir qu'il a beaucoup de domaines référents, donc je sais pas, on va dire 500 domaines référents selon Majestic, je précise, c'est déjà énorme, et ensuite aller voir dans SEMrush et voir qu'effectivement c'est un site de bricolage qui rank sur abri, qui est premier sur abri jardin, abri jardin en bois, etc. Et voir que vraiment il rank. Donc ça pour moi c'est la qualité des domaines référents. Et donc voilà, globalement on a fait le tour. On retiendra donc évidemment accessibilité des URL, title, intention de recherche, CTR, SEO, UX, deep linking et clinking, quantité de RD, qualité RD, maillage interne, etc. Si vous avez aimé cette vidéo, encore une fois mettez un gros pouce, un commentaire, abonnez-vous et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.